Je suis rentrée à la maison à l'heure du déjeuner. Mon mari était dans la baignoire avec la voisine. J'ai verrouillé la porte. J'ai appelé son mari. « Viens maintenant », lui ai-je dit. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Quand il a vu. Je m'appelle Marie Delcourt, j'ai 38 ans, et après 12 ans de mariage, je croyais mener une vie stable, jusqu'au jour où j'ai découvert que tout n'était qu'une façade. Ce jour-là, j'ai ouvert une porte que j'aurais préféré laisser fermée, une porte sur un monde de mensonges, de trahison et de silence bien trop bien orchestré. C'est étrange, parce que je ne cherchais rien, je ne fouillais pas, je faisais simplement ce que je fais tous les jours. Et pourtant, c'est dans la banalité la plus simple que tout a basculé. Si j'étais partie 5 minutes plus tard, peut-être que je n'aurais jamais su. Mon mari, Damien, était devenu distant depuis plusieurs semaines, il évitait les discussions, rentrait de plus en plus tard et dormait tourné de l'autre côté du lit. Au début, j'ai cru que c'était la fatigue, les responsabilités, le poids des années. Mais plus je tentais de me rapprocher, plus il fuyait, comme si ma présence devenait une gêne. Ces silences n'étaient plus paisibles, ils étaient lourds, presque hostiles. Et ses regards, ils glissaient sur moi comme sur une inconnue. Ce matin-là, avant de partir, je lui avais dit que je ne rentrerais pas déjeuner, car je prendrais mon repas au bureau. Il n'avait rien répondu, absorbé par son écran, comme s'il attendait que je disparaisse pour reprendre une vie qui m'excluait. J'avais prononcé la phrase lentement, presque comme un test, espérant une réaction, un mot, n'importe quoi. Mais il est resté figé, le visage éclairé par la lumière froide de son téléphone. Et dans ce silence, quelque chose en moi s'est fissuré. Il n'a presque pas levé les yeux de son téléphone, comme si ma présence n'était qu'un bruit de fond dans la maison. Je n'étais plus une femme, une épouse, une complice, juste un décor qu'on oublie d'admirer. Ce matin-là, j'ai compris que quelque chose de fondamental s'était déplacé entre nous, irréversiblement. Ce n'était pas de la colère, c'était pire, une indifférence crue, glaciale. Et ce vide-là, je ne l'avais jamais connu avant. Au bureau, en préparant des documents pour une réunion, j'ai réalisé que j'avais oublié un dossier essentiel sur la table de la cuisine. Un document banal, mais crucial pour la présentation de l'après-midi. Je me suis figée une seconde, agacée par ma propre distraction, déjà sous pression. Ce genre d'oubli ne m'arrivait jamais, surtout pas en pleine semaine stratégique. Et pourtant, c'est cette erreur qui allait tout déclencher. Agacée, j'ai soupiré et décidé de rentrer à la maison pile à l'heure du déjeuner, convaincue que Damien me croyait au travail. Je n'avais même pas prévenu, pensant que ce serait une opération éclair, 15 minutes tout au plus. J'ai saisi les clés, traversé le parking, démarré sans réfléchir. Je voulais juste récupérer ce fichu dossier et retourner à ma routine. Mais au fond, une petite voix murmurait que rien ne serait aussi simple. En roulant vers notre maison à Lyon, je pensais que c'était une perte de temps, sans imaginer que cette décision changerait ma vie entière. Les rues familières défilaient comme d'habitude, les feux, les vitrines, les passants et moi, au milieu, sans savoir que j'approchais d'un point de non-retour. J'avais l'impression d'avancer vers quelque chose, sans pouvoir le nommer. Mon cœur battait un peu plus vite, sans raison apparente. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas un pressentiment. C'était un avertissement. En entrant, je me suis dirigée rapidement vers la cuisine, mais quelque chose dans l'air m'a immédiatement alertée. Ce n'était pas un bruit, ni une image, c'était une atmosphère, une tension suspendue. Je me suis arrêtée un instant, comme si mon corps avait détecté une anomalie avant mon esprit. Tout était calme, trop calme, et pourtant, un détail m'échappait. J'ai posé mon sac, et j'ai regardé autour de moi avec une attention nouvelle. La maison était trop bien rangée, comme si quelqu'un avait effacé des traces à la hâte. Chaque objet semblait à sa place, mais sans âme, sans la moindre chaleur. Le coussin sur le canapé avait été redressé, les rideaux tirés, les magazines empilés avec une rigueur qui ne nous ressemblait pas. J'ai ressenti un frisson, pas de peur, mais de lucidité. Quelqu'un avait voulu camoufler quelque chose, mais trop vite. Sur la table,
2 verres de vin, l'un encore tiède alors que Damien ne buvait jamais à midi. J'ai figé mon regard sur ces 2 verres comme on fixe une énigme évidente. L'un d'eux portait encore la marque d'un rouge à lèvres. Mon estomac s'est noué si violemment que j'ai dû m'appuyer sur le dossier d'une chaise. Ce détail, si simple, si clair, me frappait avec la violence d'un coup de poing. Il n'y avait plus de doute. Une odeur de parfum féminin, que je ne portais pas, flottait dans le couloir. C'était une fragrance sucrée, intrusive, que je n'avais jamais sentie dans notre maison. Elle venait de l'étage, ou peut-être de la salle de bain, difficile à dire. C'était un parfum de conquête, pas d'intimité. Et ce parfum, à lui seul, était une offense que je n'oublierai jamais. Une serviette mouillée était jetée sur le canapé, preuve d'un passage précipité. Elle dégoulinait encore sur le tissu beige, comme si quelqu'un s'était séché à la hâte. J'ai avancé d'un pas lent, le souffle court, mes pensées en désordre. Chaque élément me poussait un peu plus vers l'évidence, mais je résistais encore, par instinct de survie. C'est étrange, cette capacité à ne pas vouloir voir ce qu'on soupçonne déjà. La porte de la salle de bain était entr'ouverte et j'ai entendu des murmures nerveux, comme si quelqu'un tentait de se cacher. Ce n'était pas une conversation normale, mais des chuchotements précipités, tendus, entrecoupés de silence. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, un tambour sec dans ma poitrine, alors que je m'approchais lentement. Chaque pas résonnait dans mes oreilles comme un compte à rebours. Je savais que j'allais voir quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Au sol, j'ai vu un chemisier rouge. Définitivement pas le mien. En me penchant pour le ramasser, j'ai reconnu la marque, une boutique du quartier, où je savais que Lucie, notre voisine, faisait souvent ses achats. Mes doigts ont tremblé au contact du tissu encore tiède, imprégné d'un parfum qui me fit reculer. Ce vêtement était une preuve vivante, tombé là comme une provocation. J'ai poussé la porte de la salle de bain. Et là, je les ai vus, Damien et notre voisine, Lucie, complètement nus dans la baignoire. L'eau était encore chaude, la vapeur flottait autour de leur corps emmêlé. Ils étaient figés dans une image sordide que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes cauchemars les plus cruels. Lucie s'est recroquevillée, mais il était trop tard, je les avais vus. Et en un instant, tout mon monde s'est effondré. Lucie avait les cheveux trempés sur les épaules, et Damien tenait sa taille. Il la serrait encore, comme s'il croyait pouvoir la cacher avec ses bras, comme si son geste pouvait effacer l'impardonnable. Ses yeux cherchaient les miens, mais je les fuyais avec un dégoût viscéral. Cette image s'est gravée en moi avec une précision insupportable. Je n'étais plus une épouse, j'étais le témoin du crime. Ils se sont figés, pétrifiés, incapables de bouger. Leurs lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait. Ils avaient été pris comme des enfants surpris à voler, mais ce qu'ils avaient volé, c'était bien plus que des bonbons, c'était ma confiance, ma dignité, ma vie. J'étais là, debout, encore habillée, tandis qu'eux, nus dans leur trahison, tentaient de se couvrir de honte. Mais il n'y avait plus rien à sauver. J'ai refermé la porte de l'extérieur, sans crier, sans trembler. Je ne leur ai laissé aucune réaction, aucun drame bruyant, seulement le poids insupportable de mon silence. Ce calme était plus terrifiant que la colère, plus définitif qu'un cri. J'ai tourné sur mes talons, chaque pas chargé d'une force nouvelle. C'était fini. Ils ne pourraient plus jamais revenir en arrière. J'ai tourné la clé, les enfermant tous les deux dans la salle de bain. Le cliquetis sec du verrou résonna comme une sentence. Derrière moi, j'ai entendu les premiers coups, les premières supplications étouffées. Mais je n'ai pas répondu. C'était leur tour d'attendre, de craindre, de douter. Moi, je ne tremblais plus. Leurs coups contre la porte résonnaient, mais je n'entendais plus rien, comme si mon esprit s'était détaché de mon corps. Tout était flou, lointain, irréel, et pourtant d'une lucidité glaçante. Je flottais dans un monde parallèle, un monde où je n'étais plus la femme blessée, mais la juge de cette scène absurde. J'avais mal, bien sûr, mais plus encore, j'avais honte pour eux. Pour ce qu'ils étaient devenus sous mes yeux. J'ai saisi mon téléphone et cherché le numéro de Hugo,
le mari de Lucie, un homme discret mais toujours poli avec moi. Je l'avais toujours trouvé attentionné, respectueux, presque invisible dans les dîners de voisinage. Ce jour-là, il allait devoir voir ce que je voyais. Il méritait de savoir. Je n'ai pas hésité une seconde. Je lui ai dit d'une voix glaciale. Hugo, viens tout de suite. Ne pose pas de questions. Rien dans mon ton ne laissait place au doute ou à la discussion. Il a compris que quelque chose de grave se passait. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Et il a obéi sans répondre. En attendant son arrivée, j'ai observé la cuisine, une assiette encore chaude, 2 fourchettes, preuve qu'ils avaient déjeuné ici, chez moi. Ils n'avaient même pas eu la décence de se cacher ailleurs, non. Ils avaient souillé mon espace, mon quotidien, nos souvenirs. Chaque détail de la table semblait me narguer, raconter leur intimité volée. Je me suis sentie étrangère dans ma propre maison. Dans le salon, j'ai trouvé le manteau de Lucie posé sur mon canapé. L'odeur m'a donné la nausée, ce parfum entêtant, désormais associé à la trahison, à l'irrespect. J'ai failli le jeter par la fenêtre, mais je l'ai laissé là, comme une pièce à conviction. Rien dans cette scène n'était anodin, chaque objet devenait une preuve, une blessure supplémentaire. Je voulais que Hugo voie tout de ses propres yeux. De la salle de bain, Damien criait. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Et Lucie suppliait, « Ne préviens personne, s'il te plaît. » Leurs voix se superposaient, paniquées, ridicules, comme 2 enfants pris en flagrant délit. J'ai eu envie de rire, un rire amer, nerveux, mais je me suis contenue. C'était trop tard pour les mensonges, trop tard pour les larmes. Je les ai ignorés et me suis tenue devant la fenêtre, comme si j'attendais une sentence. Le regard perdu dans la rue, j'ai laissé le silence s'installer dans la maison, seulement troublé par leurs coups désespérés. Je ne ressentais ni pitié, ni colère à cet instant, juste une fatigue écrasante. Comme si les années d'aveuglement, d'efforts inutiles, venaient de s'écrouler d'un coup. J'attendais Hugo, et la fin. Hugo est arrivé en moins de 10 minutes, essoufflé, paniqué, croyant qu'un accident était arrivé à sa fille. Son visage était tendu, ses mains tremblaient légèrement, il n'arrêtait pas de répéter « Il s'est passé quelque chose ? Elle va bien ?» J'ai simplement hoché la tête, sans un mot, en lui indiquant le couloir. Il ne comprenait pas encore, mais il allait comprendre. Et rien ne le préparerait à ce qu'il allait découvrir. Je lui ai simplement montré le couloir, sans un mot. Mon silence pesait plus lourd que n'importe quelle explication. Il a avancé à pas prudents, les sourcils froncés, jetant des regards autour de lui. Puis il a vu ce que je voulais qu'il voie, les verres, les vêtements, la serviette, l'évidence. Son visage a blêmi, figé dans une incompréhension douloureuse. En voyant le chemisier rouge, il a pâli instantanément. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Il a approché lentement, l'a frôlé du bout des doigts, puis s'est tourné vers moi, les yeux remplis d'une question qu'il n'osait pas poser. J'ai simplement gardé le regard droit, sans ciller. Il n'avait pas encore vu le pire. Je lui ai placé la clé dans la main et murmuré. « Ils sont là. » Ma voix était étrangère, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Hugo a serré la clé, d'abord sans comprendre, puis son visage s'est déformé sous l'impact. Il a reculé d'un pas, hésité une seconde, puis s'est dirigé vers la porte. Le moment était arrivé. Hugo a ouvert la porte violemment. Son cri a traversé toute la maison. Il hurlait le prénom de Lucie, comme si le simple fait de la nommer pouvait effacer ce qu'il venait de voir. J'ai entendu un bruit sourd, une chute, peut-être un objet qui tombait. Puis un silence étouffant, pesant, pire que n'importe quel vacarme. Je n'ai pas bougé. Damien s'est levé brusquement, Lucie a tenté de cacher son visage. Aucun des deux n'arrivait à formuler une phrase. Ils étaient nus dans leur honte, désarmés, humiliés par la vérité brutale. Hugo, debout dans l'encadrement de la porte, les regardait comme s'ils n'étaient plus humains. Ce jour-là, il a perdu sa femme. Et moi, j'ai perdu mes illusions.
Hugo s'est effondré au sol, anéanti, répétant « Depuis combien de temps ? Depuis combien ?» Sa voix se brisait sous le poids du choc, entre l'incrédulité et la douleur, comme s'il cherchait désespérément un détail qui rendrait tout cela moins réel. Lucie pleurait sans oser s'approcher, tendant les bras vers lui sans être capable de dire un mot cohérent. Damien, lui, gardait le silence, lâche, honteux, réduit à une ombre de lui-même. J'observais la scène sans intervenir, figé dans une paix glaciale. Damien balbutia que c'était une erreur, tandis que Lucie affirmait qu'elle allait tout arrêter. Ridicule. Ils ne réalisaient pas encore que le mal était déjà fait, qu'aucun mot ne pouvait annuler ce qu'ils avaient sali. C'était comme tenter d'éteindre un incendie avec un souffle, inutile et pathétique. Leur panique les rendait encore plus petits, plus pitoyables. Le silence que je gardais les écrasait plus que n'importe quelle accusation. J'ai fermé les yeux, respirant comme quelqu'un qui vient d'échapper à un accident mortel. Mon corps tremblait à l'intérieur, mais je me tenais droite, solide, ancrée dans une dignité que je refusais de perdre. Une partie de moi voulait hurler, pleurer, frapper, mais une autre, plus forte, m'ordonnait de rester calme, de reprendre le contrôle. Je me suis dit, tu ne tomberas pas avec eux. Et cette pensée m'a sauvée. J'ai pris mon sac et annoncé que Damien devait quitter la maison dès ce soir-là. Ma voix n'a pas tremblé. Je n'ai donné aucune explication, aucun débat, aucune négociation. Il avait détruit notre vie, il ne méritait plus d'en faire partie. Il allait partir, et je n'allais pas le regarder faire. Hugo ramassait les vêtements de Lucie, fou de rage. Ses gestes étaient secs, précipités, comme s'il voulait effacer sa présence de chaque recoin de cette maison. Lucie restait immobile, figée par la peur, honteuse, mais incapable de dire un mot pour calmer la tempête. Il lui lançait ses affaires sans la regarder, le regard brûlant de dégoût. Elle avait perdu tout ce qu'elle croyait contrôler. De la salle de bain, Lucie m'implorait « Marie, laisse-moi t'expliquer. Tu es partie à midi, on a cru. » Sa voix se brisait en tentant de justifier l'injustifiable, comme si mon absence lui offrait un droit sur ma vie. Elle cherchait des excuses dans le timing, dans les circonstances, refusant d'assumer ses choix. Mais je ne lui laissais aucune prise. Ce n'était plus le moment de parler. Je l'ai coupé net, je n'ai rien confondu. Vous, si. Ma voix était tranchante, définitive, comme un coup de lame dans l'air. Ce qu'ils avaient pris pour un jeu, un secret excitant, venait de se transformer en leur propre chute. Lucie s'est tue aussitôt, comme si mes mots l'avaient frappée en plein visage. Et dans ses yeux, pour la première fois, j'ai vu la peur. Damien est sorti, couvert seulement d'une serviette, essayant de me prendre dans ses bras. J'ai reculé, écœuré, comme si son contact pouvait me contaminer. Il ne comprenait toujours pas, pensait encore pouvoir me manipuler avec ses gestes tendres et sa fausse tendresse. Je n'étais plus cette femme-là. J'étais devenue quelqu'un d'autre, en quelques heures. Il a tenté de se justifier, j'étais dans une période difficile. J'ai ri. C'était pathétique. Il n'avait rien trouvé de mieux que cette excuse vieille comme le monde pour expliquer sa trahison. Une période difficile ne justifie pas de piétiner quelqu'un qui vous aime. Et son air de victime ne faisait que creuser davantage l'abîme entre nous. Je lui ai ordonné de faire sa valise et de partir. Cette fois, il n'a pas discuté. Il a compris que tout était fini, que rien ne me ferait revenir en arrière. Je l'ai regardé monter l'escalier, nu sous sa serviette, minuscule, grotesque. Il n'y avait plus d'amour, plus de pitié, seulement une fatigue immense. Et un silence qui disait tout. En rangeant précipitamment ses affaires, j'ai trouvé dans sa veste une facture d'hôtel à Annecy, datée de 2 semaines. Le nom de l'établissement m'était inconnu, mais l'adresse et l'heure étaient inscrites en lettres nettes, indélébiles. J'ai senti mon cœur se serrer, non pas de surprise, mais de confirmation. Cette trahison n'était pas un accident isolé. Il avait planifié, menti, organisé sa double vie pendant que je croyais encore en nous. La preuve irréfutable que ce n'était pas la première fois. Cette facture,
plus que leur nudité dans ma salle de bain, me glaça. Elle témoignait d'une routine, d'un mensonge entretenu, répété, assumé. Ce n'était pas un moment d'égarement, mais un choix conscient, renouvelé. Et cette lucidité me fit plus mal que n'importe quel cri ou insulte. Quand je l'ai confronté, il s'est tu. Un silence coupable, lâche. Il n'avait même plus l'énergie de nier, son regard fuyant disait tout. C'est dans cette absence de mots que j'ai compris qu'il ne se battait même pas pour moi, ni pour nous. Il savait qu'il avait perdu bien plus qu'un foyer, il avait perdu son droit à mon respect. Hugo m'a demandé si je savais depuis quand il me trompait. J'ai murmuré, je l'apprends aujourd'hui. Avant ça, je faisais confiance. Ces mots sont sortis seuls, comme un aveu douloureux, une défaite intime. Il a baissé les yeux, comme si ma réponse lui faisait plus mal encore. Nous étions deux êtres trahis, chacun à un bout de cette scène, désarmés, brisés, mais lucides. Et cette vérité nue nous liait étrangement. Lorsque Damien est parti, j'ai glissé au sol et éclaté en sanglots. Je n'avais plus besoin de me contenir, plus personne à impressionner, plus de masque à porter. La douleur m'a traversé comme un feu, brûlant tout sur son passage. J'ai pleuré tout ce que je n'avais pas pleuré depuis des années. Et dans ce cri silencieux, j'ai commencé à renaître. Hugo s'est assis à côté de moi, silencieux. Deux trahis respirant dans la même pièce. Il n'a rien dit, n'a pas cherché à consoler, simplement partagé ma chute. Sa présence muette valait toutes les paroles. Nous étions deux étrangers unis par une même fracture. Les jours suivants, j'ai découvert des messages, photos et réservations d'hôtels entre Damien et Lucie. Leur complicité virtuelle m'a écœuré plus encore que leur corps à corps. Chaque mot doux, chaque émoji complice, chaque plan secret, tout sonnait comme une gifle à mon quotidien. Je les lisais en silence, les yeux secs, vidés de toute surprise. Je voulais voir jusqu'où ils étaient allés. Ils avaient même des surnoms secrets. Ça m'a brisé plus encore. Il l'appelait ma lionne, elle signait ta muse. Des mots que je n'avais jamais entendus dans notre lit. Leur univers parallèle était riche, vibrant, vivant, tout ce que mon mariage n'était plus. Et pourtant, c'est moi qui l'avais épousé. Moi qui portais son nom. J'ai commencé une thérapie et me suis isolée pendant quelques semaines. J'avais besoin de comprendre, de respirer loin du tumulte, de redéfinir qui j'étais sans lui. Chaque séance me confrontait à ma propre absence, à mon oubli de moi-même. Mais peu à peu, entre les silences, j'ai retrouvé une voix. La mienne. Hugo a demandé le divorce immédiatement. Lucie a quitté le quartier discrètement. Aucune explication, aucune lettre, pas même un regard en arrière. Elle avait tout détruit et s'était enfuie comme une voleuse. Sa maison a été mise en vente, et son nom a disparu de nos boîtes aux lettres. Comme si elle n'avait jamais existé. Damien, lui, m'a écrit des messages interminables, suppliant une seconde chance. Il me parlait de souvenirs, de projets, de promesses qu'il n'avait jamais tenues, comme si les mots pouvaient réparer ce qu'il avait brisé de ses actes. Chaque phrase respirait le regret, mais jamais la vraie responsabilité. Il voulait revenir dans ma vie sans vraiment affronter ce qu'il avait détruit. Et moi, je n'avais plus rien à lui offrir. Je n'ai jamais répondu. L'amour ne survit pas à une telle saleté. J'avais assez donné, assez cru, assez supporté. Mon silence était ma seule réponse, ma dernière frontière. Il fallait qu'il comprenne que ce qu'il avait fait n'aurait jamais de retour. Un jour, j'ai reçu un message inattendu. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» C'était Hugo. Simple, direct, sans attente, sans lourdeur. Son message n'avait rien d'un piège, rien d'un détour par la peine. Il voulait juste savoir si j'allais mieux. Et cela m'a touché plus que je ne l'aurais imaginé. Nous avons parlé des heures, pas de la trahison, mais de la vie, de nos peurs, de nos espoirs. Nous avons évoqué nos enfances, nos rêves avortés, ce que nous avions perdu et ce qu'il nous restait. Il n'y avait ni tension ni malaise, juste une conversation entre deux êtres qui se reconnaissaient. C'était doux, étrange, nécessaire.
et sans m'en rendre compte, j'ai recommencé à respirer autrement. Nous avons commencé à prendre des cafés ensemble. Il restait meurtri, mais incroyablement doux. Son regard ne fuyait pas, ses silences étaient pleins de respect, pas d'attente. Il ne cherchait pas à combler un vide, mais à créer un espace nouveau. À chaque rencontre, il recollait un morceau que je croyais perdu. Je me suis surprise à sourire naturellement en sa présence. Ce n'était pas un sourire de façade, ni un masque social, mais un élan simple, vrai. Il ne me demandait rien, ne m'exigeait rien, il me regardait comme si j'avais encore de la valeur. Et ce regard, si rare, m'a bouleversée. J'avais oublié ce que cela faisait d'exister pour quelqu'un, sans douleur. Peu à peu, la culpabilité a laissé place à la compagnie. Puis à l'affection. Je n'avais pas prémédité cela, et lui non plus. C'est arrivé sans qu'on le nomme, sans qu'on le contrôle. Deux cœurs abîmés qui ont trouvé un rythme commun, sans effort. Et c'était si simple que ça en devenait bouleversant. 3 mois après le chaos, nous avons officiellement commencé à nous fréquenter. Pas d'annonce, pas de mise en scène. Juste nous, avançant à notre rythme, sans bruit, loin des jugements. Certains voisins ont chuchoté, bien sûr, mais nous n'avions plus rien à prouver. Nous savions d'où nous venions. Et surtout, où nous n'irions plus jamais. Damien l'a découvert et a tenté de semer la discorde, mais je ne lui devais plus rien. Il a essayé la jalousie, les menaces voilées, les souvenirs déformés. Mais je suis restée droite, ferme, lucide. Il n'était plus qu'un chapitre clos dans mon livre. Et j'écrivais désormais les pages avec ma propre main. Hugo m'a demandé d'être sa compagne. Je veux te protéger, et que tu me protèges aussi. Ces mots étaient simples, mais chargés d'une vérité désarmante. Ce n'était pas une demande enflammée, mais un pacte de reconstruction. Et dans ses yeux, j'ai vu un avenir que je n'osais plus espérer. 6 mois plus tard, nous avons décidé d'emménager ensemble. Ce ne fut pas une décision précipitée, mais une évidence tranquille, née du quotidien partagé, des silences légers, des rires retrouvés. Chaque meuble déplacé, chaque carton déballé était une promesse, celle de reconstruire, non pas sur les ruines, mais sur un sol nouveau. Il n'y avait plus de fantômes dans les pièces, juste de l'air, de la lumière, et cette paix discrète qui nous entourait. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais chez moi. 1 an après la trahison, nous nous sommes mariés à la mairie du 2 arrondissement de Lyon. Rien d'extravagant, juste nos proches, quelques fleurs blanches, et nos regards pleins de gratitude. Je portais une robe simple, mais dans ses yeux, j'étais la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Le maire parlait, mais nous n'entendions que nos cœurs battre ensemble. Ce jour-là, ce n'était pas un nouveau départ. C'était enfin une arrivée. Aujourd'hui, je peux dire que la scène qui a détruit ma vie dans la salle de bain, est celle qui m'a menée vers l'amour le plus sincère que j'ai jamais connu. J'ai traversé l'humiliation, le chagrin, le vide, mais je me suis relevée, pas pour punir, pas pour venger. Je me suis relevée pour vivre. Hugo n'a pas recollé mes morceaux, il m'a aidé à devenir autre chose, quelqu'un de plus fort, de plus vrai. Et chaque matin à ses côtés me rappelle que certaines chutes sont des envols déguisés. Parfois, je repense à cette femme que j'étais, juste avant d'ouvrir cette porte. Elle croyait que la stabilité suffisait au bonheur, qu'un « je t'aime » ancien pouvait tenir lieu de preuve éternelle. Elle vivait dans une bulle, douce mais aveuglante. Je la regarde maintenant avec tendresse, pas avec mépris. Elle n'était pas naïve, elle était simplement en train d'aimer. Il m'arrive encore de croiser Damien, par hasard, au détour d'un marché ou d'un feu rouge. Son regard se baisse toujours avant le mien. Il a perdu du poids, il semble plus seul, plus pâle, comme si sa propre faute l'empêchait de respirer. Mais je ne ressens plus rien. Ce qui me liait à lui s'est dissous dans le silence de ce jour-là. Lucie, elle, est un fantôme. Elle n'a jamais tenté de me reparler, ni même de se faire pardonner. Elle a disparu comme elle est entrée, en douce, sans fracas, sans courage. J'ai parfois imaginé sa vie actuelle, mais je ne vais jamais jusqu'au bout.
Ce n'est pas mon histoire, plus maintenant. Avec Hugo, nous avons trouvé une forme de bonheur simple, presque silencieux. Ce n'est pas l'amour des romans ou des feux d'artifice. C'est un amour qui veille, qui écoute, qui construit. Un amour qui sait d'où il vient et qui ne promet que ce qu'il peut offrir. Et pour moi, c'est bien plus précieux. Nous avons redonné un sens à des gestes ordinaires, cuisiner ensemble, marcher côte à côte, nous attendre sans nous surveiller. Il ne comble pas un vide, il partage l'espace. Il n'essaie pas d'effacer le passé, il le reconnaît. C'est un homme qui ne fuit pas la douleur, et c'est peut-être pour cela que je l'ai laissé entrer. Un jour, il m'a dit, tu sais, si ce jour-là tu n'étais pas rentré, je serais probablement encore avec elle. J'ai hoché la tête sans répondre. Il n'y a pas toujours de morale, de justice immédiate. Il y a juste des vérités qu'on affronte ou qu'on fuit. Et moi, ce jour-là, je n'ai pas fui. Je n'ai jamais raconté tous les détails à mes proches. J'ai résumé, j'ai protégé ma version. Non par honte, mais parce que certaines douleurs doivent rester à l'abri des regards. Mon histoire n'est pas une vengeance, ni une leçon. C'est juste un chemin que j'ai traversé seul, en silence, pas à pas. Aujourd'hui, je ris plus souvent. Je dors sans sursaut, je mange sans cette boule dans la gorge. J'ai retrouvé des parties de moi que j'avais abandonnées, croyant les avoir perdues. Et je sais, maintenant, que l'amour ne suffit pas. Il faut la loyauté, l'effort, et surtout le respect de l'autre. Sans cela, tout finit par pourrir. Il m'a fallu du temps pour cesser de me comparer à elle. Lucie, plus jeune, plus audacieuse, plus imprudente. Mais un jour, j'ai compris qu'elle n'avait rien volé. Damien s'est donné. Et moi, je me suis retrouvée. Ce n'était pas une guerre entre femmes. C'était un homme qui avait choisi de trahir. Il y a eu des jours sombres, bien sûr. Des nuits à douter, des matins à pleurer en silence dans la douche. Mais il y a eu aussi des jours clairs, des recommencements, des premiers pas hésitants vers autre chose. Je ne suis pas sortie indemne. Mais je suis sortie libre. Nous avons récemment posé des cadres au mur de notre salon. Pas des photos figées, mais des citations, des images qui nous parlent. L'une d'elles dit, « Ce que tu crois être la fin n'est peut-être que le début. » Et chaque fois que je la lis, je me revois ce jour-là, devant cette salle de bain, une clé à la main. Je n'ai pas fermé une porte. J'ai ouvert ma vie. Et si un jour, quelqu'un me demande pourquoi je suis restée debout, je dirai ceci, parce que tomber aurait été facile. Mais se relever, aimer à nouveau, bâtir sans rancune, ça, c'était ma victoire. Parfois, dans le calme d'un dimanche matin, je repense à tout ce que j'ai traversé. Pas avec tristesse, mais avec une forme de respect envers moi-même. J'ai survécu à l'humiliation, à l'abandon, à la chute libre. Et je n'ai pas seulement survécu, j'ai appris, grandi, mûri. Ce que j'ai perdu m'a appris à voir ce que je mérite. J'ai longtemps cru que l'amour, c'était se battre pour rester. Aujourd'hui, je sais que l'amour, c'est aussi savoir partir quand on n'est plus regardé avec tendresse. C'est se choisir quand l'autre ne vous choisit plus. Et c'est ne plus avoir peur d'être seul, parce que la solitude est 1000 fois plus douce que la trahison. Il m'arrive encore de croiser des couples dans la rue et de me demander, savent-ils? Se voient-ils vraiment? Ou passent-ils l'un à côté de l'autre comme deux fantômes domestiques? Je ne juge plus. Je sais que chacun vit sa vérité, ses compromis, ses silences. Mais moi, je n'accepterai plus jamais qu'on m'éteigne doucement. Avec Hugo, il n'y a pas de grand spectacle, pas de promesse d'éternité. Il y a une main qui tient la mienne, une tasse de café posée chaque matin, une attention constante, discrète. Et cette fidélité sans bruit vaut plus que toutes les déclarations. Il n'a jamais juré qu'il ne me ferait pas de mal. Il a juste fait en sorte de ne jamais le faire. Je me souviens du jour de notre mariage comme d'un matin limpide. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas une jeune fille éblouie, j'étais une femme debout, pleine de cicatrices et de gratitude. J'ai dit oui sans trembler, parce que je n'attendais plus d'être sauvée.
J'étais déjà en paix avec moi-même. Je regarde parfois les photos anciennes, celles d'avant. Je ne les ai pas brûlées. Elles font partie de mon histoire, comme les pages d'un livre qu'on ne relit plus, mais qu'on garde parce qu'on a aimé l'écrire. Elles ne me blessent plus. Elles me rappellent simplement que je suis allée au bout de moi-même pour renaître. Et maintenant, quand je me tiens devant un miroir, je ne vois plus une femme trahie. Je vois une femme reconstruite. Une femme qui s'est choisie, qui a traversé le feu, et qui, au lieu de se durcir, a décidé d'aimer encore. Mais autrement. Mieux. Pour de vrai. Except me and Torrent. We die. I'm going back to being a gardener. I will collect flowers in the game. That's something I can do. Something that's fitting to my level. I got dunked on. Like, ugh. Oh, can we not? It's crazy. And yes, hi, Oak Betty. Funny name. Bro. Great. I mean. You know what? I deserve to lose. Please, let me summon my horse. It's the only thing that makes me feel safe. Thank you. Where's my jellyfish? Did it die? My jellyfish! Oh. I need to get my runes and skedaddle. Bro. Oh. I'm just suffering. Thank God I got my runes. Did I get them though? Pretty sure I did, right? We're fine. I hate fighting this beast. But the valiant gargoyles are not any better. I'll kill anything. Nothing dies. Nothing is dying. One must imagine Risa happy, and then she will become happy? Surely. Surely that's how it works. I have to kill him, right? I can't just leave him there.
On the bright side, that was a good burp. I mean, I have to rub my runes no matter what I choose to do. So... Good luck. Thank you, 10 bucks. Thought Sasha was AFK, but no, Sasha is clipping. And that's it. Bleeding Steel manifested it. We're never beating this guy. It's just not happening. Hey Archeesy, how are you doing today? Okay, I face tanked him. My bad. Range is insane. About to do it again. Yeah. No! Lucky. Bro. No! Crazy. Jesus Christ, dude. Micro jellyfish! What did I just do? Am I crazy? I'm insane. This is just sad. Thank you so much for the 5 stream watch streak, Smokey.